Comment cette jeune créatrice de bikini est-elle morte? Martha Nolan Oslatera a été retrouvée morte sur un yacht dans un club nautique huppé des Hamptons. La dernière personne vue avec elle était un homme presque 2 fois plus âgé qui aurait été nu après sa mort. Il criait à l'aide sur le quai. Nous découvrons maintenant ce que l'autopsie du corps de Nolan aurait montré. Cela élève les questions sur cette affaire et la mort de cette femme, survenue des mois plus tard, à un autre niveau. Nous couvrons l'affaire via Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Lorsqu'une jeune femme apparemment en bonne santé, ambitieuse et aimée d'un homme, se retrouve morte dans un endroit comme Montauk, New York, cela va attirer beaucoup d'attention et susciter de nombreuses spéculations. Et c'est certainement le cas dans la mort de Martha Nolan Oslatera. Elle avait 33 ans et elle est morte le 4 août et des mois plus tard, cette affaire reste toujours un mystère. Mais nous avons un nouveau développement où la famille de Martha Nolan Oslatera dit qu'ils ont fait une seconde autopsie sur son corps. Et cela révèle des éléments d'information très importants qui pourraient nous aider à reconstituer ce qui est arrivé à cette femme. Ils ont aussi posé de nouvelles questions sur l'homme qui aurait accompagné Martha la nuit de sa mort. D'après le Daily Mail, la famille de Martha Nolan Oslatera pense que l'homme de 60 ans aurait pu voir cette réunion d'affaires comme plus qu'une simple réunion. Pensait-il que c'était un rendez-vous romantique? Je vais vous donner les nouveaux détails sur cette partie de l'histoire dans un instant, mais analysons d'abord les principaux indices de cette affaire. Oslatera a utilisé publiquement le nom de Martha Nolan. Elle avait 33 ans et elle a une histoire assez particulière. Parce qu'elle avait déménagé à New York depuis son Irlande natale en 2015 et elle était devenue une étoile montante de la scène de la mode new-yorkaise. Il semblait, du moins sur les réseaux sociaux, qu'elle menait une vie luxueuse et trépidante. Et en tant qu'entrepreneuse, elle s'était vraiment donné du mal pour y arriver. Elle était la fondatrice d'une marque de vêtements appelée East by East, qui fabriquait des maillots de bain, et cela devenait vraiment populaire dans des endroits huppés comme les Hamptons. Salut tout le monde, ici Martha de East by East. Je suis la fondatrice, la directrice artistique. Nolan aurait lancé la marque en 2022. Le magazine New York rapporte cependant qu'elle voulait en faire une marque mondiale. Elle espérait beaucoup de cette entreprise, mais elle a débuté avec des boutiques éphémères, comme beaucoup de petites sociétés. Elle a beaucoup œuvré dans les Hamptons, cherchant à s'intégrer parmi les riches et célèbres estivaux de ce lieu huppé. Le magazine New York rapporte que, pour donner un coup de pouce à son entreprise, elle a vendu 13% de la société à un homme riche nommé Christophe Dernand. C'est un veuf de 60 ans. Sa femme se serait suicidée en 2018. Dernand a vendu sa compagnie d'assurance, selon le magazine. Il était devenu une figure clé des Hamptons l'été et a gagné beaucoup en vendant sa société. Il possédait plusieurs yachts et les gardait au Montauk Yacht Club, là où Martha Nolan est décédée. Dernand aurait été avec Nolan la nuit où elle est décédée. Dernand aurait investi 250 000 $ dans East by East. C'est donc une somme importante, surtout pour ce qui semble être une petite marque de maillots de bain en plein essor. Mais l'entreprise avait encore besoin de plus d'argent. La nuit de la mort de Martha Nolan, elle et Dernand auraient fait une croisière sur son yacht pour discuter affaires. Le magazine New York indique que Dernand et Nolan buvaient du champagne dehors. Ils ont regardé le coucher du soleil avant de retourner au club nautique tard dans la nuit. Des membres de la famille de Nolan ont déclaré au Daily Mail qu'il semble que Dernand pensait au moins que c'était plus une soirée romantique qu'une simple réunion d'affaires. Selon eux, l'homme de 60 ans a approvisionné le yacht avec des bouteilles de champagne Dom Pérignon. Ça, c'est clairement le genre de choses qui dépasse largement mon niveau de vie. On parle de 200 à 300 euros, la bouteille même pour le Dom le moins cher. Nolan aurait été en couple avec un homme de son âge. L'idée d'une relation amoureuse entre elle et l'investisseur sexagénaire de son entreprise est vraiment étrange. La nuit de sa mort, Martha Nolan a aussi envoyé des messages à son petit ami disant qu'elle rentrerait tard. L'avocat de Dernand précise que Dernand n'a pas été inculpé pour ce crime. Honnêtement, nous ignorons si la mort de Martha Nolan est un crime. L'avocat cependant de Christophe Dernand a déclaré que son client était en réalité plus qu'un ami pour Martha Nolan. C'est un aspect étrange de cette histoire. Selon le magazine New York, peu après sa mort, l'avocat de Dernand a déclaré « Ils sont vraiment sortis ensemble. Il m'a dit après qu'il l'aimait et avait rencontré sa famille. » Il affirme que Dernand a rendu visite à la famille de Martha Nolan en Irlande. Or, la famille Nolan dit que ce n'est pas vrai. L'avocat de Dernand est finalement revenu sur certains propos, déclarant « Il dit « Nous n'étions pas en couple ». L'avocat a refusé d'en dire plus sur la relation entre Dernand et Nolan, suggérant une intimité physique
estimant que ce ne serait pas juste pour sa mémoire maintenant qu'elle est décédée. Mais ce point reste marquant, alors que nous essayons de comprendre ce qui s'est exactement passé au Montauk Yacht Club en août dernier. La relation entre Nolan et l'homme avec qui elle était est évidemment centrale dans cette histoire. La famille de Nolan dit qu'elle n'était rien de plus qu'une simple associée professionnelle pour le vieux Dernand. Donc, la nuit où Martha meurt, elle et Dernand sont censés être à une réunion d'affaires sur son yacht, en train de siroter du champagne et de regarder le soleil se coucher au large de Montauk. Et voici ce qui se serait passé ensuite. L'avocat de Dernand a déclaré au New York Magazine que Nolan et son client étaient sur le bateau de Dernand, appelé Ripple. Il dit qu'ils ont parlé affaires et étaient un deux sur l'eau depuis un moment. Le magazine précise, à 21h20, une amie du groupe de discussion de Nolan a plaisanté car elle n'avait pas répondu depuis un moment. Et le message dit MDR. Je pense que son téléphone s'est éteint ou qu'elle est morte. Nolan a répondu 10 minutes plus tard. Mort de rire, je suis au club nautique. Mon téléphone est allumé. Environ une heure plus tard, Nolan est mort. L'avocat de Dernand déclare vers 10h30 ou 11h, Martha Nolan s'est simplement affaissée. L'avocat dit que Dernand a décrit cela comme si elle avait eu une crise cardiaque. La police indique que l'appel au 911 a été passé vers minuit, laissant une heure inexpliquée selon le magazine New York par rapport à la chronologie de l'avocat de Dernand, qui affirme que son client a tenté de sauver Nolan par massage cardiaque. Mais dans un autre rebondissement étrange lié à cet homme avec qui Nolan se trouvait, Dernand était apparemment nu, cherchant de l'aide pour Martha. Le New York Post a recueilli des témoignages affirmant que Dernand lançait de la crème solaire sur des bateaux pour réveiller les gens en criant « Faites quelque chose ». Donc pourquoi cet homme serait-il nu un lundi soir après une réunion d'affaires avec une jeune femme de 33 ans? L'avocat de Dernand a expliqué au New York Magazine que son client a retiré ses vêtements car ils étaient recouverts du vomi de Nolan. Il précise aussi que son client ignore combien de temps il a effectué la réanimation sur Nolan, ce qui pourrait expliquer tout écart de temps entre la perte de connaissance de Martha Nolan et l'appel à la police. La police n'a signalé aucun indice de jeu déloyal dans la mort de Martha Nolan. Et encore une fois, Christopher Dernand n'a été accusé de rien. Mais il y a tellement de spéculations sur ce qui aurait pu se passer et des photos comme celle-ci alimentent certainement ces spéculations. Une substance blanche et poudreuse qui aurait été trouvée sur le bateau de Dernand après que la police ait quitté les lieux. Cela a alimenté les rumeurs d'overdose concernant la mort de Nolan. L'avocat de Dernand a déclaré au magazine New York que la poudre que vous voyez sur le bateau, ce n'est en fait pas une substance illégale qui aurait été laissée, mais c'est en réalité de la poussière que la police a laissée en cherchant des empreintes digitales à bord du bateau. L'avocat de Dernand a affirmé que son client avait dit au détective que Nolan était parti 2 fois cette nuit-là. Et cela suggère soit qu'elle devait peut-être aller aux toilettes, soit que cela pourrait être le signe de quelqu'un qui s'excuse pour aller aux toilettes afin de consommer de la drogue. Cependant, l'avocat de la famille de Nolan a contesté cela, a rejeté la possibilité qu'elle soit consommatrice de drogue. Il a dit au New York Post qu'elle n'était pas connue pour consommer de drogue. Cela nous amène maintenant à cette nouvelle information concernant l'autopsie que la famille de Martha Nolan a demandée. La famille de Nolan a commandé sa propre autopsie sur son corps. L'autopsie a montré, je cite, « seulement des traces de cocaïne dans son organisme », rapporté d'abord par le Daily Mail. Le New York Post affirme que Nolan serait morte d'une overdose et que les résultats officiels de l'autopsie des autorités sont toujours attendus. Cependant, selon l'autopsie familiale, la drogue présente dans son corps n'était pas en dose mortelle. Il souligne également que la cocaïne aurait pu être présente dans son organisme plusieurs jours avant sa mort. L'autopsie montre également qu'elle était jeune et en bonne santé. Selon le Daily Mail, aucune trace de jeu déloyal, strangulation ou traumatisme contondant n'a été constatée. Donc cela reste un mystère alors que nous attendons la publication de l'autopsie officielle finale par les forces de l'ordre ainsi qu'un test toxicologique. L'avocat de la famille de Nolan n'a pas répondu à nos appels. Christopher Dernand n'a pas été inculpé pour la mort de Nolan. Nous accueillons le docteur Nada Rutherford, coroner du comté de Richland, Caroline du Sud, pour discuter de cette affaire. C'est toujours un plaisir de vous accueillir sur Law and Crime et de nous aider à comprendre ces rapports. La famille de Martha Nolan fait procéder à une seconde autopsie qui révèle apparemment des traces de cocaïne dans son organisme. Quelles possibilités cela pourrait-il ouvrir concernant la cause de son décès? Merci Chris de m'avoir invité. Parlons de la signification des traces de cocaïne. Et comme ils n'ont pas donné de détails précis,
il est vraiment difficile d'entrer dans le vif du sujet, vous voyez, de ce qui se passe réellement. Donc, des traces peuvent signifier plusieurs choses. Premièrement, il y a la drogue d'origine, la cocaïne. Est-ce que cela a vraiment été trouvé? Ou bien est-ce que ce sont les métabolites de la cocaïne qui ont été trouvés? Il y en a donc principalement deux. Vous avez la benzoyléggonine et puis vous avez aussi l'éggonine méthylester. Ce sont tous les deux des métabolites. Une fois que la cocaïne est ingérée dans le corps, c'est ainsi qu'elle se décompose. Et donc, si vous pensez à un médicament contre le rhume, il peut contenir de l'acétaminophène et il peut aussi contenir du dextrométhorphane, n'est-ce pas? La façon dont cela est métabolisé dans le corps devient très importante. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Voyons-nous des traces de cocaïne? C'est-à-dire, est-ce que cette personne n'utilisait pas normalement de la cocaïne ou bien a-t-elle consommé de la cocaïne quelques jours auparavant et cela apparaît encore dans son test de dépistage de drogue? Est-ce que la famille a fait faire un panel de base ou bien un panel élargi? Le fait qu'ils ne nous disent pas quelles sont exactement les traces de cocaïne, si ce sont les métabolites ou la drogue mère, c'est très important pour moi lorsque je mène une enquête sur un décès, car j'ai besoin de connaître ces informations. Et même s'il ne s'agit que de traces, la cocaïne n'est pas une drogue sans danger parce qu'elle fait augmenter la pression artérielle. Elle peut causer un accident vasculaire cérébral, un rythme cardiaque anormal, une arythmie ou une dysrythmie. Donc, on ne peut pas simplement ignorer cette trace de cocaïne. Ce n'était peut-être pas ce que nous considérerions comme une quantité mortelle, mais nous ne pouvons pas l'ignorer. C'est intéressant, comme l'idée d'un accident vasculaire cérébral, car Martha Nolan, 33 ans, semblait en bonne santé, d'après l'autopsie familiale. Vous savez, aucune condition dont nous soyons au courant. Et puis l'homme avec qui elle était quand elle est morte, son avocat a dit au New York Magazine qu'il a décrit ses derniers instants. On aurait dit une crise cardiaque. Est-ce qu'il y a une possibilité que, si elle avait des traces nombres de cocaïne dans son organisme, sa famille a affirmé qu'elle ne consommait pas de drogue, mais qui sait si elles connaissent vraiment la vie privée des gens? Mais quelle est la probabilité qu'une femme de 33 ans, apparemment en bonne santé, fasse une crise cardiaque? À quel point cela pourrait-il être possible? Donc, si tu te souviens, j'ai dit que la cocaïne augmente ta tension artérielle. Ou peu importe l'âge, l'essentiel est à quel point et à quelle vitesse la tension artérielle augmente. Encore une fois, les arythmies qui peuvent en survenir, c'est que le cœur bat tellement vite qu'il peut ne pas réussir à suivre. Et si elle a l'air de faire une crise cardiaque, il se peut très bien qu'elle en ait vraiment fait une. Infirmière aux urgences, je vois de nombreux trentenaires à qui je dois dire « je ne vous juge pas ». Dites-moi juste si vous avez pris de la cocaïne. Ils nieront puis admettront en avoir pris un peu. D'accord? Super. Maintenant, je sais comment vous soigner, mais si nous n'avons pas cette information, il est très difficile de vous prendre en charge. Dans ce cas, nous avons un témoin oculaire qui, d'après ce que je comprends, ne coopère pas vraiment avec la police. Il aurait aussi eu un comportement erratique avant sa mort, courant nu autour du clubhouse et jetant de la crème solaire sur d'autres bateaux. Et encore une fois, ce ne sont que, vous savez, des choses qui circulent dans les médias, mais nous ne pouvons pas ignorer toutes les pièces du puzzle si nous voulons avoir une vision claire de la situation. Donc, elle est avec cet homme, Christopher Dern, et il a 60 ans. Il y a certainement une partie de cette histoire qui concerne par exemple quelle était la nature de leur relation. Il aurait investi de l'argent dans son entreprise. Mais ensuite, il y a eu ces témoignages, notamment de la famille, disant que peut-être il pensait, vous savez, même s'il a 60 ans et qu'elle en a 33. Est-ce qu'ils étaient impliqués de façon romantique, d'une certaine manière? Et ce n'est pas un crime si c'est la réalité, mais c'est sûr que c'est suspect. En observant publiquement l'histoire, tu te demandes, que se passe-t-il? Sa manière de raconter, donc d'un côté, c'est comme si elle avait eu une crise cardiaque. Son avocat a déclaré au New York Magazine qu'il s'était déshabillé parce qu'elle avait tant vomi. Donc il en avait partout sur ses vêtements. D'un point de vue des symptômes, est-ce que quelqu'un vomit quand il fait une crise cardiaque? Ça peut arriver. Ils peuvent avoir de fortes nausées et parfois certaines personnes peuvent vomir à cause de ça. Il faut se dire que le corps essaie vraiment de se sauver. Donc parfois, il va essayer de se purger lui-même. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inhabituel, mais ce n'est pas non plus rare que cela arrive lors d'une overdose de drogue. Et si elle ne consommait pas de drogue, aurait-on pu en mettre dans sa nourriture? Une très petite quantité aurait-elle pu être mise dans sa boisson ou sur sa paille?
Il ne faut pas beaucoup de cocaïne chez quelqu'un qui est intolérant pour provoquer un effet. Et donc, si elle n'avait jamais expérimenté cette drogue auparavant, une toute petite quantité aurait pu lui faire ça. Et encore une fois, de sa famille affirme qu'elle était une fille normale et en bonne santé. Nous n'avons pas les rapports complets des deux autopsies, donc nous ne pouvons rien exclure. Juste parce que quelqu'un a 33 ans, cela semble très jeune. Ils peuvent être minces et malgré tout avoir des problèmes cardiaques. Ils peuvent quand même, vous savez, être minces et apparemment en forme. J'ai connu des personnes de cet âge mortes soudainement d'une crise cardiaque. Certaines choses peuvent arriver. Ce n'est pas hors du domaine du possible. Mais je pense que ce qu'on veut vraiment savoir ici, c'est ce qu'elle faisait quand elle aurait eu cette crise cardiaque. Et qui d'autre était sur ce bateau? Est-ce qu'elles étaient seulement toutes les deux? D'habitude, quand on est sur un yacht, il y a au moins du personnel à bord. Qu'ont-elles vu? Lui a-t-il fait quelque chose? On ne peut ignorer leur grand écart d'âge. Pensait-il qu'il pourrait naître quelque chose de romantique entre eux? Si j'étais la personne qui faisait la deuxième autopsie, je chercherais de minuscules marques de piqûres. Aurait-il pu lui injecter quelque chose ou l'immobiliser autrement? Que s'est-il passé d'autre sur ce bateau? Et je pense qu'un examen minutieux de ses plis corporels, comme sous les bras, entre les orteils, au niveau de la poitrine, serait nécessaire. Ces choses-là sont très importantes à examiner de très près, minutieusement, pour s'assurer qu'il ne passe rien à côté. Nous avons besoin de précisions sur la signification réelle des traces de cocaïne. Mais d'après cet article du Daily Mail, où cette source familiale parle de cette autopsie et de ce qu'elle a révélé, ils affirment qu'il n'y a aucune preuve qu'elle ait pris de la cocaïne cette nuit-là. Ça, vous savez, comment peut-on savoir quand quelqu'un, s'il a par exemple des traces dans son organisme, comment déterminer à quel moment elle aurait pu ingérer cette cocaïne? Eh bien, encore une fois, quels métabolites sont présents? Donc, généralement, si vous effectuez un panel élargi, vous pourrez voir tous les métabolites de ce médicament par an, la cocaïne. Et donc, le niveau de ceci va être très important. Donc, quand vous voyez un chiffre comme, disons que nous avons vu un taux de cocaïne de 12, mais ensuite un taux de benzoylecgonine de 1500, eh bien, nous savons en regardant cela que puisque le métabolite est plus élevé que la molécule mère, il s'agit d'une ingestion très récente et que le corps essayait activement de la métaboliser. Ce que je voudrais savoir, plus important encore, c'est ce que contient son humeur vitrée, ce petit liquide gélatineux qu'ils peuvent extraire de l'œil. The blood is... Le sang, d'accord, mais que révèle l'humeur vitrée? Et cela va parfois nous donner une indication plus claire de ce qui a pu se trouver dans son organisme sur une période un peu plus longue. Je souhaite voir ce que montre son humeur vitrée et vérifier si elle avait des troubles ou des équilibres électrolytiques. Tout ce que ce métabolite nous montre, c'est si elle en a pris ou non, vous savez, dans les quelques heures précédant sa mort, ou si c'est quelque chose qui était dans son organisme, possiblement depuis 24 à 48 heures. La cocaïne quitte le corps rapidement, contrairement à la marijuana ou au tétrahydrocannabinol. Cela peut durer 3 à 6 mois, même en observant les follicules pileux. Il pourrait aussi tester ces follicules pileux pour voir si autre chose apparaît. Je souhaite également consulter ces résultats de tests urinaires de dépistage. Oui, car cela me paraît juste. Ce qui me marque, c'est qu'il était nu. Apparemment, et la raison serait qu'elle avait beaucoup vomi, mais il semble qu'il manque quelque chose à cette histoire. Je ne sais pas quoi faire dans cette situation. Si ton partenaire meurt et que tu cherches à comprendre, peut-être étaient-ils ensemble, je ne sais pas. En ce qui concerne la deuxième autopsie, comment ça se passe généralement? Où en sommes-nous? La police du comté de Suffolk s'est contentée d'indiquer quelle enquête. Le New York Post évoque une possible overdose. Mais nous n'avons pas encore appris quels sont les résultats toxicologiques, ni ce que l'autopsie officielle a révélé après que la première se soit avérée non concluante. La famille affirme avoir réalisé cette seconde autopsie. Qu'est-ce que cela implique généralement lorsqu'une famille parvient à obtenir sa propre forme d'examen du corps? Donc, il faut penser que tout a été retiré lors de la première autopsie et la tâche de la seconde autopsie est de tout remettre en place. Donc, ils doivent examiner le cerveau, mais ils sont obligés de le faire. Ils les sortent principalement de ce grand sac à organes où tous les organes sont généralement placés dans le sac biohazard. Donc, ils doivent retirer tous ces organes, les identifier et prélever leurs propres échantillons de chacun.
En général, lors d'une autopsie, des échantillons du cerveau, du foie et des reins sont prélevés. Ensuite, ils prélèveront aussi des échantillons, surtout dans un cas comme celui-ci, où l'on soupçonne une overdose. Ils vont examiner les glandes surrénales. Ils peuvent prélever des parties du foie, de la rate, du pancréas. Ils peuvent aussi prélever de petits morceaux de tous ces organes pour effectuer des analyses supplémentaires, des analyses post-mortem sur eux. C'est juste pour voir s'il y a quelque chose qui ne correspond pas à l'histoire qui est racontée. Et je vais vous dire, cette affaire ressemble à un roman à suspense et nous avons tout simplement plus de questions que de réponses. Je suis tellement impatiente de voir ce que vont révéler les résultats finaux de l'autopsie. Parfois, ils peuvent différer, ce qui est intéressant. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a des cas où, comme nous l'avons vu, un bureau du coroner existe dans une région du pays. Ils peuvent déclarer la mort de quelqu'un. Nous avons vu des cas où ils concluent un suicide. Regardez l'affaire Greenberg à Philadelphie. C'est un sujet discuté où un bureau affirme la cause du décès de cette personne. La famille réalise ensuite sa propre autopsie ou enquête et affirme que les résultats diffèrent. Et cela devient une sorte de débat, un va-et-vient sur ce qui s'est réellement passé. Comment se fait-il qu'une seconde autopsie puisse révéler quelque chose de très différent de ce que l'autopsie officielle du bureau du coroner a trouvé? La raison à cela, c'est que la cause du décès est l'avis médical de la personne qui effectue l'examen, selon lequel elle pense que quelqu'un est décédé. Ces choses peuvent varier. Il arrive que vous ayez un cas comme celui de l'affaire Greenberg. Nous avons une telle différence d'opinion, mais quelles informations ont-ils pour étayer leur cause du décès? Et c'est ce qui va vraiment être important ici. Quelles informations le médecin légiste a-t-il tiré de l'enquête, des rapports qui ont été rédigés, des témoins présents, de la toxicologie? Quels sont les derniers moments connus où elle était en vie? A-t-elle contacté quelqu'un avant sa mort? S'est-elle connectée sur les réseaux sociaux avant sa mort? Quel était son état d'esprit? Comment se comportait-elle? Semblait-elle abattue mentalement? Qu'est-ce qu'on peut rassembler pour que tout cela ait un sens? Et parfois, les choses n'ont tout simplement pas de sens. Donc, si vous avez un cas où quelqu'un aurait fait une possible overdose, mais qu'il n'a jamais consommé de drogue de toute sa vie, c'est là que les conversations avec ses amis deviennent importantes. Écoutez, on veut juste comprendre ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'elle a déjà pris de la cocaïne? L'as-tu déjà vu consommer des drogues? Ça va être important. Et puis, de l'autre côté, pour la deuxième autopsie, quelqu'un pourrait dire que c'était une quantité infime. Ce n'était pas suffisant pour provoquer ce type de réaction. Nous ne pensons pas que les drogues soient en cause du tout. Peut-être qu'elles ont contribué à ce qui se passait déjà avec elle, mais elles ne sont peut-être pas la cause officielle du décès. Donc oui, on peut avoir deux avis très différents sur la façon dont quelqu'un est décédé, parce que, encore une fois, ce n'est qu'un avis médical. Et quand il s'agit de, je veux dire jusqu'à présent, encore une fois, c'est juste. Nous ne savons que ce que l'autopsie de la famille a révélé. Nous ne savons pas encore ce que le comté de Suffolk a trouvé. Mais on entend souvent parler du fentanyl dans les cas de surdose. Je veux dire, À quel point c'est grave? est-ce grave si quelqu'un ingère du fentanyl? Cela aurait pu arriver, mais on ne sait pas pour ce cas précis. Si une trace de cocaïne contient du fentanyl et cause une overdose, est-ce grave lors de l'examen du corps? À quel point cela l'est-il? Même en faible dose, le fentanyl déprime le système respiratoire. Et encore une fois, il faut prendre en compte la tolérance du corps à la drogue. Donc, plusieurs facteurs peuvent influencer cela. Donc, s'ils avaient bu de l'alcool, s'ils avaient d'autres médicaments dans leur organisme, qu'ils soient en vente libre ou prescrits, quelles autres substances étaient présentes en même temps que cette trace de cocaïne? Parce que si vous prenez un médicament de type stimulant et que vous ajoutez de la cocaïne, cela pourrait provoquer une arythmie cardiaque. C'est toujours dans le corps. Donc, même si vous avez pris de la cocaïne il y a 2 ou 3 jours, si des traces tout subsistent dans votre corps et que vous prenez un autre médicament, cela peut entraîner une réaction indésirable, voire mortelle. Le fentanyl est environ 200 fois plus puissant que la morphine. C'est un opioïde, un analgésique, et il est très puissant. Donc, il est prescrit en microdose. Donc, si vous prenez une petite quantité de fentanyl, même si elle est mélangée à de la cocaïne, ce que l'on voit souvent dans les cas de surdose, la plus petite quantité, même plus petite qu'une pièce de monnaie, peut provoquer une réaction fatale, car littéralement, le corps oublie de respirer. Waouh! Et enfin, puisque cela reste un tel mystère jusqu'à présent, est-ce qu'il y a déjà eu un cas? Quand reçoit-on le rapport toxicologique? L'autopsie finale est faite, mais reste non concluante. On ignore toujours la cause du décès.
Absolument. C'est pour cela que nous avons la mention indéterminée, parce que parfois, même si toutes les pièces du puzzle sont réunies, rien n'a de sens. Ou alors, une autre cause de décès pourrait être tout aussi probable. Les Donc, il y a naturel, accidentel, suicide, homicide indéterminé. La raison pour laquelle nous avons cette catégorie indéterminée, c'est parce qu'en général, on ne peut pas choisir entre trois. Nous savons que ce n'était pas une mort naturelle. Nous devons maintenant déterminer s'il s'agit d'un homicide, d'un accident ou d'un suicide. Personne n'a évoqué un possible suicide. Il ne reste donc qu'un homicide ou un accident. Que se passait-il avec ce type? Avec qui elle était? Qui d'autre était là? Et quels ont été ces derniers instants qui ont mené à sa mort? Il est essentiel d'obtenir leur déclaration. Et nous verrons ce qui se passe. Cela a été un tel mystère, et ça l'est toujours, même des mois plus tard. Docteur Nada Rutherford, c'est toujours fascinant d'avoir ces conversations avec vous, coroner du comté de Richland, en Caroline du Sud. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous sur Law and Crime, comme toujours. Merci Chris. J'espère que notre famille aura des réponses. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à nous sur YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.